Donc on va passer à de la maladie bénigne, épidémiologiquement évidemment très présente dans notre population vieillissante, c'est cette hypertrophie de la prostate qui est responsable de nombreux symptômes et désagréments chez nos patients plus ou moins âgés, pour lesquels il y a des traitements bien sûr médicamenteux, mais pour lesquels il y a souvent une nécessité chirurgicale. Je remercie mes collègues Perrin et Vouga pour leur aide dans l'élaboration de ce bref topo. Voilà l'étude dont je vous parle. Voilà cette équipe taïwanaise donc, dans laquelle il y a 4 urologues, 4 épidémiologues, chercheurs médicaux entre guillemets. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, peut-être d'abord pour vous donner un contexte, je vais brièvement rappeler les techniques chirurgicales dont ils parlent, leur méthode, leurs résultats et puis les défauts de leur méta-analyse et ensuite quelques éléments supplémentaires. Donc ça, vous le connaissez bien, c'est le gold standard de la désobstruction chirurgicale de la prostate par voie endoscopique. On fait des petits copeaux, on débite la prostate par petits copeaux et ça fait simplement une ouverture de la résistance prostatique. Ce traitement chirurgical, il existe depuis un demi-siècle. Il reste remarquablement efficace et si réalisé par un opérateur averti, parce que ce n'est pas une intervention si simple finalement, eh bien ça marche bien, avec parfois cependant des soucis tels que le TURP syndrome, cette hyponatrémie qu'on peut avoir par résorption de liquide de rinçage. Celle-ci est maintenant quasiment annihilée par le fait qu'on emploie des résecteurs bipolaires et qu'on n'a plus besoin d'employer du liquide de rinçage hypotonique. Les saignements sont un des problèmes principaux post-opératoires, les sténoses de l'urètre également. Et puis, dans certaines études, on a lu que ce type de traitement pouvait éventuellement aboutir à une incidence augmentée dans les mois post-opératoires d'infarctus du myocarde. Qu'est-ce qui est arrivé sur le devant de la scène il y a déjà 20 ans? Les traitements, bien sûr, au laser. Vous connaissez tous les questions de nos patients au téléphone. Docteur, est-ce que vous avez le laser? Parce que c'est comme ça que j'aimerais qu'on m'opère. Eh bien là, pour la prostate, on y est. On y est depuis 20 ans avec soit une façon de faire qui est la vaporisation, c'est-à-dire on chauffe tellement fort les cellules que l'eau qui est à l'intérieur se met à bouillir instantanément, elles éclatent, et ça fait de la vapeur tissulaire et hydrique. Ou bien alors on travaille avec l'énergie thermique du laser et on travaille sur la capacité de débulking, comme vous le voyez sur l'image à droite, où l'on enlève l'obstruction. Et vous voyez qu'après, les 2 lobes prostatiques se trouvent dans la vessie. Et ces 2 lobes, ensuite, doivent être débulqués à leur tour, ce qui n'est pas très pratique toujours. Toujours est-il que ces lasers, eh bien, en 2000, 6% des interventions étaient réalisées avec. En 2011, c'était près de la moitié. Enfin, vous voyez que ça avance et maintenant, c'est probablement encore plus. Alors, revenons à l'étude. Les méthodes, toujours le plus important dans ces travaux. Donc, 2 reviewers indépendants. Ils ont travaillé avec les données Cochrane. Ils ont trouvé 109 études randomisées avec près de 14 000 participants. Et puis, ils ont regardé comme outcome primaire le débit maximum et les scores mictionnels à 1 année. C'est un peu étonnant qu'ils aient regardé ça comme première chose à 1 année, parce que ce qui compte, c'est le long terme, mais bref. Ensuite, il y a eu l'outcome secondaire, et vous voyez que c'est la même chose, mais c'est à 3 ans. Ils ont répertorié les complications, et puis ils ont quantifié tout ça en risque relatif. Et voilà un peu comment est-ce qu'ils ont travaillé avec leurs différentes études. Vous voyez que j'ai mis des petits entourages en couleur sur tout ce qui est énucléation, toutes les études énucléation. Vous voyez en haut de l'image holmium, bipolaire et thulium. Tout ça, c'est de l'énucléation laser, aussi la diode. Et puis en bas, il y a les études vaporisation avec le V. Et vous voyez les comparaisons sur la droite de votre image avec le TURP classique, la résection endoscopique de prostate. Donc, ça, c'est leur comparaison par réseau. Et qu'est-ce que ça donne, pour la faire courte, en risque relatif, en termes de débit maximum? Et là, j'ai pris, même si ce n'était pas leur but, mais je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant, c'est l'effet à 3 ans, parce qu'il faut que ça dure, ce traitement chirurgical. Vous voyez que l'énucléation laser, selon leur review, est en tête.
devant la vaporisation laser et la résection endoscopique classique. Si on regarde les scores mictionnels, l'énucléation laser est également plutôt en avant. Donc voilà leur conclusion. Pour eux, ce qui se passe, c'est que l'énucléation, c'est mieux que la vaporisation. En termes de complications, ce qu'on voit tout de suite, c'est que bien sûr, et c'est ce qu'on connaît, la résection endoscopique de prostate, c'est celle qui fait le plus de problèmes de saignement, comme vous le voyez sur ces deux figures, nettement plus que les lasers. Et puis, en termes de ressondage et de récidive, et c'est là qu'on peut se donner une idée de ce qu'on a débulqué comme tissu adénomateux, eh bien, on voit que là, selon leur review, c'est tout ce qui est vaporisation qui est moins efficace. Voilà, c'est le fait que peut-être qu'on débulque moins de tissus hyperplasiques avec la vaporisation plutôt qu'avec l'énucléation. Alors, quels sont les défauts de cette méta-analyse, relevés d'ailleurs selon les auteurs? Ils ont un problème quand même avec le répertoriage des complications parce qu'elles ne sont pas toujours bien recensées dans les séries. Il n'y a qu'une étude sur 7 où l'évaluation fonctionnelle a lieu en double aveugle, donc il y a forcément un biais. Et puis, les symptômes urinaires post-opératoires, et ça c'est important, la dysurie, les urgences, les douleurs, etc., ne sont pas répertoriés. Les méthodes qui sont non analysées aussi font partie d'un défaut quelque part de commentaire de toutes ces techniques mini-invasives, parce qu'il y a d'autres méthodes mini-invasives pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, il y a notamment l'embolisation artérielle, l'adénomectomie robotisée da Vinci, et puis surtout la vaporisation hydrique robotisée dont je vais vous parler très brièvement. Et puis moi-même, j'ai pointé deux autres choses qui m'ennuyaient un peu là-dedans, c'est qu'ils ne parlent pas de l'incontinence urinaire post-opératoire, qui reste un risque, très faible certes, mais qui reste un risque. Et puis, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, et ce qui nous intéresse, nous autres urologues, c'est l'évaluation au long cours, à 5-10 ans. Quand on fait une intervention chez un patient pour désobstruer une prostate, c'est pour que ça dure, si possible, 10, 15 ans, même plus. Et non pas juste 1 an ou 3 ans. Alors, que se passe-t-il au long cours? Donc là, juste pour revenir au laser et l'énucléation, qui a l'air de caracoler en tête, oui, très bien, mais attention, c'est efficace, mais attention à la courbe d'apprentissage. On a vu des lives en congrès se terminer de façon catastrophique. On a vu des séries rapporter des incontinences urinaires à 3 mois de l'ordre de 5%. Donc, attention à cette énucléation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans le service, nous, on fait de la vaporisation. Et d'ailleurs, là, je me permets de vous mettre brièvement un résumé de notre étude prospective randomisée, où on est allé, nous, jusqu'à 5 ans de suivi de vaporisation de l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec plus de 200 patients, où notre outcome primaire était le score IPSS. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, à 5 ans et plus, tout d'abord, on a bien sûr perdu des patients. Comme vous voyez, il y en a 77 qui ont terminé le suivi prématurément, comme on dit. Il y en a 14 qui ont eu un cancer de la prostate, il y a eu des réinterventions, et puis il y a eu des décès. On avait quand même 161 patients qui nous restaient, 56 ont été perdus. Finalement, c'est clair qu'il nous reste moins de patients à la fin qu'au début, une bonne centaine. Et voilà les scores IPSS, les scores mictionnels. Vous voyez que tant la résection endoscopique, c'est les histogrammes bleus, que le laser, eh bien, vous voyez que le trait, c'est à peu près au même niveau ici en bas. Vous voyez, pour le TURP et pour le laser, on est à peu près au même niveau. On a bien abaissé le score mictionnel défavorable. Donc ça, c'est preuve de l'efficacité de la vaporisation qui s'apparente à celle de la résection classique, et ceci à 5 ans. Et puis, pour le débit, vous voyez également que ce débit, eh bien, il est en augmentation nette par rapport au débit préopératoire que vous voyez sur votre gauche, qui est environ à 8, et qu'on arrive aux alentours de 16 à 18 millilitres pour les deux méthodes, donc à doubler le débit urinaire. Alors ça, c'est juste ce clin d'œil par rapport à ce qui se passe dans votre établissement. Maintenant, que se passe-t-il de plus nouveau encore? Eh bien, c'est le waterjet, pour parler moderne. Et vous savez que l'eau, c'est quelque chose de très puissant, puisque ça permet de découper le marbre, comme vous le voyez ici. Et ça a été appliqué, ceci, à plusieurs différentes possibilités industrielles que vous voyez là.
On peut même découper de la roche, ça fait maintenant plus de 60 ans qu'on le sait. Mais on peut aussi découper de la prostate, bien entendu. Et alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Avec un système informatisé, bien sûr, pour s'aider par rapport à la profondeur de travail. Et vous voyez que sur l'image de droite de profil, vous avez le jet d'eau dans la loge prostatique, et puis dans le rectum, vous voyez cette sonde échographique qui permet de monitorer exactement la profondeur et la puissance du jet, et ceci de façon programmée, informatisée, ce qui donne une sécurité supplémentaire pour éviter les perforations et autres soucis. Donc ça, c'est l'échographie qui nous permet d'avoir ce retour, et vous voyez que sur les études préliminaires, on est efficace. Ça, c'est l'étude, une étude multicentrique d'Amérique du Nord qui vous montre que par rapport au TURP, tant au niveau des scores IPSS qu'au niveau du débit, eh bien, on est apparenté au gold standard de la résection endoscopique de prostate. Au HUG, cette technique a débuté de façon investigative il y a une année. Nous avons actuellement 10 patients préliminaires, pas d'événements indésirables. À 3 mois, on a un débit maximum à 19 ml/s, donc vous voyez c'est efficace, ça marche. Et je suis content de pouvoir vous montrer ce développement au sein de l'institution. Pour conclure, la désobstruction par laser, la vaporisation et l'énucléation, c'est clair que ça marche. Il y a probablement un plus pour l'énucléation, et avec les bémols de la courbe d'apprentissage et de l'incontinence. La durée de séjour, on en a peu parlé, mais elle est beaucoup plus courte que pour le TURP, donc la résection endoscopique. Et puis, ce laser qui a une capacité hémostatique largement supérieure à la résection endoscopique, bien sûr que c'est très indiqué chez tous ces patients qu'on reçoit qui sont anti-agrégés, anticoagulés. Ça nous donne une sécurité. Les analyses, vous voyez qu'elles manquent à plus de 5 ans. C'est vraiment rare et c'est très ennuyeux. Nous sommes la seule étude laser à plus de 5 ans. J'ai envoyé un petit email à l'investigateur taïwanais en lui disant « mais vous auriez pu un tout petit peu parler en 3 lignes de notre étude ». Il m'a dit « oui, vous comprenez, nous on a regardé à 3 ans, 1 an, enfin voilà, ça suffit comme ça ». Bon. La résection endoscopique classique, elle reste une technique sûre et efficace, avec bien sûr le risque hémorragique un peu surajouté, mais alors à 5 ans, elle est largement répertoriée comme étant efficace, et ça c'est quand même un avantage si vous voulez de l'evidence-based pour vos patients. Donc, cette énucléation, comme je vous ai dit, attention à cette courbe d'apprentissage et à l'incontinence urinaire précoce. Et puis alors, la vaporisation hydrique, l'aquajet, l'aquabim, eh bien, voilà, ça, c'est très probablement l'avenir. C'est en route dans l'institution. Il y a un protocole randomisé qui est en train de démarrer et on vous en dira plus dans quelques années. Je termine en vous rappelant que quand vous lisez ces articles, essayez de voir à long terme ce qu'on vous donne comme chiffre. Parce que quand on fait une intervention chirurgicale, ce n'est pas pour que ça dure juste 1 année ou 3 ans, en tout cas en termes fonctionnels, mais c'est pour que ça dure 5, 10, voire 15, 20 ans. Voilà, merci.